Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Bonjour Eric Emmanuel. Bonjour. Que faites-vous quand vous ne faites rien? Il est rare que je ne fasse rien. Je suis un tempérament suractif. Dès que j'ai un moment de libre, il faut que j'essaye de créer quelque chose, de faire quelque chose. Quand je ne fais rien, eh bien, j'écoute de la musique. Mais est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que c'est ne rien faire? Voilà. C'est vrai. Parce que, mais en même temps, c'est s'abandonner soi. C'est-à-dire que écouter l'autre, que ce soit la musique ou un être humain, c'est faire le vide de soi en soi et se laisser remplir par la pensée de l'autre. C'est pour ça que parfois, quand on écoute vraiment, on ne sait pas réagir et on n'a pas de questions à poser puisqu'on est complètement en écoute. Me débarrasser de moi, c'est une bonne nouvelle, mais me faire remplir par des génies comme Beethoven, Mozart, Debussy ou Chopin, forcément, quand je reviens à moi-même, je suis enrichi. Vous êtes philosophe, hein. Ça veut dire quoi être philosophe? C'est quoi un philosophe? Un philosophe, c'est quelqu'un qui cherche la sagesse par la pensée. Alors vous allez me dire que c'est peut-être une erreur, mais en tout cas moi c'est une erreur en laquelle je crois, c'est-à-dire je pense vraiment que par la réflexion, par un travail sur soi, par un travail de compréhension des autres, on peut arriver à vivre mieux. Augenblick. Vous êtes originaire d'une famille qui avait rien de philosophe. La philosophie, c'était plutôt le sport chez vos parents, hein? Oui, mes parents étaient deux grands sportifs. Ma mère championne de France de course et mon père champion de boxe universitaire. Tous les deux se sont rencontrés sur un stade. Tous les deux ont fait des études d'éducation physique. Tous les deux ont commencé leur vie comme professeurs d'éducation physique. Ensuite, mon père est devenu kinésithérapeute. Et j'avais une famille que m'enviaient absolument tous mes camarades, puisque c'était une famille où tous les week-ends on partait au ski. Moi, assez rapidement, j'étais très épuisé par cette famille parce que tout ce que je demandais, c'était de rester dans ma chambre à lire ou à faire du piano. Un instant, Augenblick. Vous êtes belge depuis 2000, en 2008, je pense, Oui, c'est ça? tout à fait. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la Belgique? Ne me dites pas ça, le côté surréaliste, ça va m'énerver, ça. Je non? sais pas moi qui vais vous dire ça. Ah, vous avez failli le dire. Non. Ah, j'aime vous faire un procès d'attention. Oui, ça c'est vous qui enfilez les clichés, cher ami. Non. J'enfile le cliché. C'est une façon de parler, bien entendu. Sur la Belgique. Non, ce qui m'a plu dans la Belgique, c'est d'abord que c'est pas un pays qui se livre tout immédiatement. Ce n'est pas une séduction immédiate. Il a fallu que j'ai des amis belges, que je vienne régulièrement en Belgique pour découvrir le charme de l'existence ici, la chaleur des gens. Et alors, c'est des raisons complètement personnelles qui m'ont décidé à me fixer ici. Fiscal ou pas? Non, c'est des raisons privées. Et vous avez balayé le côté fiscal rapidement. Mais oui, hein. parce que j'ai horreur qu'on me dise ça, puisque ce n'est pas Et ça. c'est pour ça que je vous le disais. Voilà, c'est gentil. Privé, amour? Ben voilà. Et ce qui me plaît ici aussi, c'est une qualité qui n'est pas du tout française, qui est la modestie. Les Belges font plein de choses merveilleusement bien, mais n'en ont absolument pas l'idée. Et en plus, comme ils se sentent tout à fait petits, ils ont développé un sens de l'humour que j'aime beaucoup, car ce qui est en train de diviser la Belgique, c'est moi ce qui me séduit. C'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas exactement ce que c'est que d'être belge. C'est parler quelle langue? Français, néerlandais, allemand. C'est avoir quelle histoire? Une histoire forcément faite d'invasions successives. Donc c'est un pays où seule la décision de vivre ensemble peut fonder la communauté. Augenblick. Votre bouille, elle vient d'où? Schmitt, c'est alsacien, comme nom. Schmitt, c'est alsacien, oui. D'où elle vient, cette bouille? C'est un croisé de quoi, là? Il y a visiblement un métissage qui est en moi, mais Et vous l'avez trouvé, ce métissage? Non, je n'en ai pas l'origine. Et ça me va très bien. Et ça vous pose pas problème, vous, le philosophe, de faire des recherches? Au contraire, non, ça me pose aucun problème d'avoir été identifié depuis mon enfance comme celui qui vient d'ailleurs, comme au fond toujours un étranger. Toujours un métèque, toujours un métis. Et même quand j'étais très petit, j'avais développé une forme de sens de l'humour par rapport à ça, parce qu'on me disait toujours, mais d'où viens-tu? Comme si je descendais d'un arbre.
Et je répondais de Lyon. Et tes parents, ils sont de Lyon. Et avant, je disais l'Alsace. Mais enfin, ton type physique, ça vient d'où? Et je répondais si, on a eu un grand-oncle qui était archevêque en Afrique. Ce qui était la vérité. C'est vrai, donc là, ça vous mettait à l'abri de pas mal de choses. Est-ce que c'est vrai que vous avez tenté de vous suicider quand vous étiez adolescent? Je me suis arrêté juste avant, mais oui, j'étais dans cette déprime adolescente. Ce moment où on a peur de la réalité qui est en train de s'annoncer. On a ce corps-là, on a ces désirs-là, on a cette vie qui se dessine devant soi à travers les études qu'on est en train de faire. On quitte l'infini des possibles qu'on avait pendant l'enfance. On fait un deuil. Et c'est pas le deuil du passé, c'est le deuil des futurs qu'on n'aura plus. Le deuil des futurs. Oui, ouais. Oui, parce que moi je pensais quand j'étais enfant que je serais à la fois archéologue, architecte, musicien, prince d'Angleterre, enfin, tout était ouvert. Et puis j'aurais tous les physiques possibles et imaginables. Il suffisait que je vois un homme qui me plaise pour me dire, tiens, j'espère que je serai comme ça. Et ça se précise. On rentre c'est là où vous avez été amoureux des hommes, parce que vous êtes homosexuel? Non, moi je peux aimer... Est-ce que c'est ce qui vous a un petit peu, à 16 ans, troublé ou pas? Je peux aimer homme comme femme. J'aime ce qui est beau et surtout j'aime les êtres qui me touchent. Est-ce que vous, justement, le fait de pas être père, ça vous manque? Ah, profondément. Je crois que c'est la seule chose qui me manque vraiment, parce qu'en plus les gens qui me connaissent me trouvent très très paternel. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui aime d'abord, qui est assez responsable et qui aime faire passer. Mais chaque fois que la chose a été possible, elle a été finalement impossible. Alors je sais pas, pour un homme il n'est jamais trop tard, mais vraiment oui, c'est la chose qui me manque. Et là j'estime que j'ai raté absolument quelque chose pour l'instant. Juste un instant avec vous. Au Augenblick. Vous voulez tout faire, Eric-Emmanuel Schmitt? Non, je suis désirant, moi. Je suis un être qui désire. C'est-à-dire, ma vie, c'est essayer de réaliser les désirs que j'ai. Et vous êtes plus artiste que politique? Ah, complètement. Dans vos textes, il y a toujours un message politique pour le peuple, en tout cas. Oui, mais politique au sens mais je dirais même au sens noble, pas au sens politicien. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce que j'écris, il y a des valeurs et des valeurs qui peuvent éventuellement conduire, qui sont toujours les vôtres. Une politique. Ah oui, mais parce que des fois, c'est la valeur du romancier. Non, franchement, je découvre avec les années que je suis d'une cohérence qui me surprend moi-même, c'est-à-dire que... Mais c'est parce que je n'ai pas commencé non plus à 20 ans. J'ai publié mon premier livre, j'avais 31 ans. Vous avez un côté pédagogue quand même dans vos livres. J'aime bien livres. Transmettre. Vous transmettez, la transmission. Oui, plutôt transmettre. Pédagogie, ça me gêne un peu parce qu'il y a quelque chose de didactique, mais en même temps, oui, transmettre, oui. Et puis partager surtout. Comment votre conception du temps évolue-t-elle? Le temps, pour moi, c'est le pouvoir de faire. Au début, je croyais que le temps, c'était ce qu'on subissait. Oui. On gère l'avenir, quoi, c'est ça? C'est-à-dire, tant que je suis dans le temps, ça veut dire que je suis dans l'action, je suis dans le faire, je suis dans la poésie. C'est-à-dire que j'ai du pouvoir. Le temps, au fond, c'est l'autre nom de mon pouvoir. Alors évidemment, j'ai peur de ne pas avoir le temps. C'est-à-dire, j'ai peur de plus avoir le pouvoir de faire. Et quand on passe 50 ans, c'est vrai que on change son rapport au temps. C'est-à-dire qu'on commence à faire un décompte. C'est-à-dire que il me reste ça à faire, il faut que je me concentre sur l'essentiel. Il y a plus de place, plus de temps pour les digressions. Est-ce qu'écrire, c'est pas une recherche palliative aux souffrances? Écrire, ça fait partie du mieux vivre, comme lire fait partie du mieux vivre, c'est-à-dire que on lit et on écrit pour se guérir, pour essayer de comprendre les souffrances qui nous traversent. Nul ne guérit son enfance. Les relativiser. Moi, j'ai pas à guérir de mon enfance parce que mon enfance était heureuse. J'ai plutôt à guérir de choses adultes. C'est là où vous avez appris pendant l'enfance à aimer le baba au rhum. Vous êtes un chercheur de vérité, finalement, Eric-Emmanuel Schmitt, un intello optimiste ou qui refuse le pessimiste? Le pessimisme, pardon. Je cherche la vérité, mais je sais que je ne la trouverai jamais. Et ce n'est pas du pessimisme. C'est-à-dire que je crois qu'il faut faire le deuil de certaines vérités et savoir qu'on ne vivra qu'avec des hypothèses provisoires, qu'avec des certitudes de voyage. Pour moi, pessimisme et optimisme sont deux réactions à l'expérience du monde et à l'expérience douloureuse du monde. On en perçoit les scandales, on en perçoit les éléments perturbants, on souffre. Et voilà, comment réagit-on? Le pessimiste consent, c'est-à-dire qu'il dit bon c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. L'optimiste relève les manches. Il dit bon, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Alors, c'est la distinction stoïcienne. Ce qui ne dépend pas de moi, je ne m'en occupe pas, ça serait stupide. Mais ce qui dépend de moi, j'interviens. Alors pour moi, l'optimisme, c'est l'intelligence alliée au courage. Ce qui fait qu'on n'est jamais déçu de l'être humain, alors?
Non, on est déçu par soi-même, mais on n'est pas déçu par l'être humain. Il y a une très belle phrase d'Einstein que j'aime autant comme philosophe que comme physicien. Einstein disait « Nous ne pouvons pas désespérer d'humanité puisque nous sommes nous-mêmes des hommes. » C'est beau, c'est naïf. Beau. C'est naïf et beau, ouais. Et profond. Augenblick. Est-ce que vous trouvez que notre époque a tué Dieu? Voilà, Dieu sera pour moi éternellement présent dans l'homme, dans sa conscience, sous la forme de la question de Dieu, la question du sens. Est-ce qu'il y a un ordre dans cet univers? Est-ce qu'il y a des raisons pour que nous soyons? Est-ce qu'il y a des raisons pour que nous naissions et nous mourions? Est-ce que tout cela est habité par le sens? Moi, je suis partisan du mystère, c'est-à-dire, et pas de l'absurde. Les partisans de l'absurde disent non, il n'y a pas de sens. Et l'homme est le seul fabricateur de sens dans cet univers. Moi, je suis partisan non pas de l'absurde, mais du mystère, c'est-à-dire, il y a une promesse de sens qui nous est faite. Elle est Gardons le mystère. Elle est peu claire. Ouais. Cette promesse de sens, elle est dans la beauté, dans tout d'un coup l'ordre de l'univers, dans un sourire. Et vous allez rester comment à la postérité? Eh ben, écoutez, je ne serai jamais là pour Et si c'était notre entretien d'aujourd'hui qui reste à votre postérité, on serait bien là, hein? Eh ben, ça serait un bon signe. Ça veut dire qu'on aurait fait tous les deux, vous et moi, quelque chose qui mérite de rester. Cher Éric Emmanuel Schmitt, le soir quand vous vous endormez, certains comptent les moutons, d'autres artistes à l'époque comptaient les marouanis. Est-ce que vous comptez est-ce que vous comptez vos droits d'auteur? Oh non, je suis absolument ignorant. C'est quand même le pied, quand même, Éric Emmanuel Schmitt, d'avoir la liberté et le luxe de pas penser à l'argent et de pouvoir laisser aller son imaginaire, oui. Son imagination, cette tranquillité. Ça, c'est le grand cadeau de la vie. Vous êtes bien avec l'argent ou pas? Non, mais je veux dire, l'argent, c'est toujours emmerdant de parler de l'argent, même pour un philosophe. Hein. Non, mais l'argent, c'est facile de dire que ça n'a pas d'importance quand on est dans une forme de confort que, par exemple, moi, mon travail m'a donné. Je précise quand même que c'est mon travail, mais en même temps, c'est le succès que les gens m'ont donné qui me permet de ne pas pouvoir penser à l'argent. Mais j'ai vécu des moments dans ma vie où l'argent était un souci constant parce que je n'en avais pas assez. Mais j'ai toujours été très insouciant par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été interdit bancaire plusieurs fois. Qu'est-ce qui prime en vous, en amour? C'est l'intensité ou la durée? L'intensité. Quand la durée ne tue pas l'intensité, on vit un grand amour. Autrement, on vit des amours successives. La femme, vous l'aimez? Bien sûr, il y a eu des femmes très importantes. Il y a des femmes très importantes dans ma vie. Mais j'ai pas de recul, moi, sur ma vie. J'ai aucun recul sur ma vie. Je suis dedans, je suis comme le sucre qui est en train de fondre dans l'eau. Cher Éric Emmanuel Schmitt, avant de se séparer, est-ce que vous avez toujours un coup d'avance? Est-ce que vous avez toujours une pièce, un coup d'avance, je vous ai fait peur. Un coup d'avance, je veux dire un roman d'avance, une pièce d'avance. Est-ce que vous devancez l'air du temps ou est-ce que vous êtes dans l'air du temps? Oh, je me pose même pas cette question. Je pense qu'on appartient à son époque, quoi qu'on veuille faire. Même si on veut courir plus vite qu'elle ou plus lentement, on est dans son époque. Le seul souci, c'est d'être authentique. Et bien sûr, j'ai plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre et beaucoup de nouvelles en tête. Il ne reste plus qu'à les écrire. Comme disait Racine, ma tragédie est faite, je n'ai plus qu'à l'écrire. Pensez mourir à quel âge? Je souhaiterais, comme tout le monde, mourir le plus vieux possible, mais surtout le plus lucide possible. Et j'ai même ce rêve fou d'espérer être conscient quand la chose arrivera. Voir venir la mort. Oui, parce que... L'accepter. Lui dire viens. J'aimerais avoir la force de l'accepter. Seul Dieu a le droit de me réveiller. Augenblick.